Bonjour et bienvenue dans ce live. Une fois de plus, je suis avec une invitée spéciale. Je suis avec Iman Almazil. Aujourd'hui, nous allons parler de productivité. Comment faire pour être productive et pourquoi est-ce que la plupart des méthodes de productivité ne marchent pas, du moins de la manière qu'on les utilise. Donc, sans plus tarder, Iman, je te donne la parole. Pour les personnes qui te découvrent pour la première fois dans ce live, tu te présentes rapidement et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Oui, avec grand plaisir. Bonjour à tous, bonjour Charles. Merci encore une fois, c'est toujours un plaisir voilà, d'apparaître sur le groupe et d'échanger avec toi. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Imen Elmezil. Voilà, je suis une ancienne ingénieure en conception et fabrication mécanique. Et aujourd'hui, je suis coach et formatrice en développement personnel. Voilà, c'était un choix de vie que j'ai fait et on va en échanger. C'était aussi en relation avec le style de vie, avec le temps, avec comment gérer son temps. Et comme tu as dit aujourd'hui, le sujet, c'est le temps et précisément comment ça se fait que les outils ne fonctionnent pas. Avant même d'aller sur les outils, en fait, moi, la question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'avec autant de connaissances qu'on a aujourd'hui, autant d'avancements qu'on a aujourd'hui dans toutes les technologies, on se sent encore plus perdu. On n'a jamais voyagé plus vite, on n'a jamais communiqué plus vite. Normalement, ça doit nous faire gagner du temps et pourtant, on est encore plus déboussolé, plus perdu, plus stressé. Donc aujourd'hui, comme je disais, on a des outils, on a des techniques, on a des applications et pourtant, on ne gagne pas notre temps, on est encore plus déboussolé et perdu. Avant, je blâmais le 8-18. Être salarié, maman, épouse, j'aspirais aussi à avoir une vie riche, donc socialement et aussi côté passion et tout. C'était pas toujours facile et comme la plupart, je mettais ça sur le dos de manque de temps. Donc pour moi, c'est le fait que j'ai pas le temps, que je suis fatiguée. Voilà, tu as à peine le temps de te lever, d'aller passer ta journée de travail, revenir fatiguée le week-end, tu as à peine le temps de faire des choses à côté que tu peux pas faire dans la semaine. Puis après, j'ai décidé de me convertir avec le rêve et la détermination d'avoir mon propre rythme. Je voulais avoir le style de vie qui me convient. Et dans cette aventure, c'est ma fille de 5 ans, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une petite de 5 ans et demi, qui m'a fait comprendre que ma manière d'aborder et de gérer mon temps, elle n'était pas la bonne. Déjà, il y avait une première phase pour moi, c'était celle d'aborder le temps différemment, parce que quand tu changes de statut, quand tu n'es plus dans la case 8-18, où ta journée est déjà réglée par ça, tu apprends à le gérer autrement. Mais voilà, un jour, pour moi, j'étais un peu plus libre, un peu plus maîtresse de cette ressource. Et un jour, alors que je préparais un atelier, ma petite, elle m'a demandé de faire une partie de Uno avec elle. Et donc, je lui ai répondu que j'étais occupée pour le moment et que je jouerais avec plaisir avec elle à la fin de la journée. Et sa réponse fut, mais maman, je suis fatiguée à la fin de la journée. Franchement, j'étais touchée sur le moment et je le suis encore. C'était un peu comme une gifle pour moi parce qu'une des choses qui a pesé le plus dans mon choix de quitter le salariat, c'était ma fille. Mon envie de passer avec elle des moments de qualité, de la voir grandir tous les jours. Je ne voulais pas être dans cet état d'esprit où un jour je me dis, oh mon Dieu, le temps passe vite parce qu'elle a grandi et que je n'ai pas eu le temps de la voir grandir. Et donc, me voilà aujourd'hui disponible, maîtresse de mon temps, mais sans pour autant vraiment être là. Et c'est à partir de là que j'ai compris que tout ce qu'on a appris sur la gestion de temps, il faut mentionner. Donc, je répète, tout ce qu'on a aujourd'hui comme outil, il est plutôt d'ordre logique. Il aborde la dimension de temps comme une dimension physique qu'on peut découper et agencer comme on veut et ça ne prend pas ce côté émotionnel. Alors que tout ce qu'on fait, le plus souvent, si tu regardes ta journée, Charbel, ou toutes les personnes qui nous écoutent,
Ce qui nous décide le plus, ce qui nous fait pousser à faire telle ou telle chose, c'est principalement nos émotions. Ce qui te pousse à remettre à plus tard ce que tu sais pourtant important, tu n'as pas le choix de faire autrement et tu le mets de côté, c'est ton côté psychologie et émotionnel. Ce qui te fait sauter sur les distractions alors que tu as besoin de te concentrer, c'est ton niveau d'énergie et ton ressenti. Donc, rentrer dans une case, dans un agenda, dire de 8 à 9, je fais ça et ça ne fonctionne pas complètement si on ne prend pas cette dimension. Donc, pour moi, honnêtement, ça peut choquer certains, mais pour moi, le temps en fait, c'est un simple concept. Il est créé pour qu'on se repère dans la journée. Ce n'est pas quelque chose de réel. On ne peut pas le saisir. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas le multiplier. On tente de le contrôler, mais en fait, on ne peut pas contrôler quelque chose qu'on ne tient pas. Donc, aujourd'hui, comme je disais, les outils de gestion du temps, la manière avec laquelle on regarde le temps, elle est physique. On veut, comme un architecte, ou comme si on avait 200 mètres carrés, on essaie de la découper, de l'agencer, mais ça ne marche pas parce qu'il y a des forces sous-adjacentes d'ordre psychologique et émotionnel qui influencent beaucoup plus et ont une plus grande emprise sur notre manière de gérer le temps. Donc, en gros, comme je le disais, la manière avec laquelle on choisit de dépenser notre temps, elle n'est pas que logique, elle est également émotionnelle. Et aujourd'hui, plus que jamais, comprendre cette différence, aborder le temps différemment est nécessaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans notre calendrier. Nos relations, nos équipes, nos enfants, on ne peut pas les mettre dans un calendrier. Notre degré de conscience, on ne peut pas les mettre. C'est en prendre conscience pour pouvoir avoir un petit peu plus de contrôle. Qu'est-ce que tu en penses, Charbel? En fait, ce que tu as dit est très pertinent. Et lorsque je regarde les méthodes de productivité qu'on a aujourd'hui, je les qualifie de tactiques. Mais les gens ne comprennent pas la philosophie qu'il y a derrière. C'est comme si je disais aux gens, faites ceci, faites cela. Mais pourquoi est-ce que je leur ai dit de faire ça? Donc, les personnes appliquent juste des méthodes et se disent que ça va marcher. Mais elles sont juste incapables d'adapter ces méthodes à leur contexte. Donc, à la base, il faudrait savoir c'est quoi le temps, réellement. Si je te dis, mets-moi 1 heure dans un panier, tu es incapable de le faire. D'où l'approche émotionnelle. Le temps, pour pouvoir le gérer convenablement, il faut sortir de cette notion de tactique, d'astuce, de petits stratagèmes à mettre en place pour optimiser son temps. Il faut comprendre réellement la philosophie. Tout à l'heure, peut-être on va entrer dans les méthodes de productivité. Il faudrait se mettre dans le concept. Qu'est-ce qui a poussé l'auteur à créer cette méthode? Quelle est sa pensée? Quelle est son approche du temps? Et en fonction de cela, tu vas comprendre la méthode à la source, la philosophie. Et à partir de là, tu peux l'utiliser à tous les parfums. Tu peux l'adapter, tu peux la revisiter de sorte à obtenir le résultat que tu veux. Donc, l'approche mécanique que les gens ont du temps à travers les différentes méthodes qui existent actuellement, c'est justement ça le problème. Ça ne fonctionne pas. Exactement, c'est un peu, ça me fait penser au sur-mesure et après à emporter quand quelqu'un te propose quelque chose parce qu'elle lui va bien, ça ne t'ira pas forcément. Mais si tu sais comment c'est fait, comment c'est choisi, quel est le style, qu'est-ce qu'il y a derrière, dedans, qu'est-ce que tu cherches dedans, tu pourras l'adapter et créer quelque chose de sur-mesure. Donc effectivement, il y a cette idée de comprendre la philosophie derrière et qu'est-ce qu'on veut en faire. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu un cercle vicieux. On court tellement qu'on ne s'arrête même plus pour se demander pourquoi on court. On ne sait même pas vers quoi on court. On est juste éparpillé derrière tout et à la fin, on ne se pose même pas la question. Alors que des fois, c'est un peu comme quand tu as une pierre dans une chaussure. Tu peux te dire, ben, en fait, je suis pressée, je ne m'arrête pas et tu continues à courir avec alors que tu as mal. Et tu peux aussi t'arrêter et l'enlever et aller
aller plus rapidement et avoir moins mal. Et aujourd'hui, c'est ça le paradoxe du temps, c'est qu'on court derrière, mais en même temps, on ne clarifie pas pourquoi on ne s'arrête pas, on ne marque pas des pauses, on perd cette but de vue. Si Et tu permets, en tout cas, parlant justement du fait de courir, ça m'a rappelé un événement que Salma, ton assistante, m'a remonté. C'est qu'elle a eu quelqu'un au téléphone qui s'intéressait à la gestion du temps et qui lui a dit, mais en fait, Salma, moi, je suis actuellement en congé et je n'ai pas de temps. ouais. Il dit, je suis actuellement en congé et je n'ai pas le temps de participer à l'atelier. Imaginez juste un peu la, la manière dont cette personne-là fonctionne. Un, tu es en congé. Tu es censé avoir du temps pour toi. Tu es en congé. Tu es censé déjà avoir du temps pour toi, pour prendre soin de toi, pour ta famille. Tu es censé disposer enfin de temps. Donc, il est en congé et il dit, je n'ai pas le temps de pouvoir participer à l'atelier. Pour moi, c'est une double peine, en fait. C'est comme un hamster qui court dans une roue, qui fait du surplace, mais on dit, écoute, arrête la roue et sort de là, dit, non, je suis occupé à courir, quoi, je dois courir, il faut que je pédale. C'est complètement absurde. Oui, exactement. C'est tellement gros, mais et cette personne c'est pas un cas isolé. Des gens tellement sont occupés à courir après le temps. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. On dit, ben, écoute, stop, respire un coup. On a une solution qui va te permettre d'approcher le temps différemment, de mieux structurer ta journée, d'organiser, de prioriser et de pouvoir t'adapter, surtout avoir de la flexibilité. Il dit, bah non, j'ai pas le temps de t'écouter, je dois courir. Ouais. Et à quand cette Oui, fin? c'est paradoxal, effectivement, c'est paradoxal et c'est malheureux. C'est comme tu dis, c'est pas un cas isolé, c'est le lot presque de tout le monde parce qu'on perd de vue l'intention des choses, en fait. Comme tu dis, qu'est-ce que c'est que les vacances? C'est quoi la personne, qu'est-ce qu'elle met comme intention dedans? Qu'est-ce qu'elle voit dans les vacances? Est-ce qu'elle voit un moment de repos? Est-ce qu'elle voit un moment où elle va courir encore faire des choses? Est-ce qu'elle voit un moment où elle va juste rentrer dans la case de vacances parce que c'est le mois d'août? Donc, la notion d'intention est justement ce que j'allais proposer qui permet de relier ces deux dimensions logiques et émotionnelles du temps. Et qu'est-ce que c'est que l'intention? Pour ceux qui se posent la question, c'est cette disposition d'état d'esprit avec laquelle on aborde un but, la motivation d'une activité. Par exemple, aujourd'hui, moi, mon intention, c'est de me connecter à vous et d'apporter de la valeur. Donc, l'intention, elle est toujours là, que tu en sois conscient ou pas. C'est juste que pour reprendre le contrôle, on doit la clarifier. Si je suis claire avec l'intention que je mets dans ce que je fais, je l'aborde de manière différemment. Et ça change vraiment la donne. Et je vais donner un petit peu plus de détails pour que ça soit clair. Si tu demandes, ou si vous vous demandez, ça changerait quoi de mettre de la clarté sur l'intention, puisque de toute façon, elle est là, c'est parce que justement, elle change notre attention. Là, voilà, les mots, ils se ressemblent, mais attention n'est pas la même chose. Donc, l'attention, c'est le degré de profondeur, d'intensité, de focus que je vais mettre là-dedans. Je vais être éveillée et claire. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui me surprend, Charbel, que j'échange avec toi, que je vois énormément. Des familles qui sortent branchées. Par exemple, quand tu sors un samedi matin en famille, à ton avis, quelle est l'intention de ces personnes? Pour moi, c'est les gens, ils sortent pas pour manger, pas pour le petit déjeuner, parce que c'est pas ça qui manque, ils vont pas mourir de faim en restant chez eux. Pour moi, une famille qui sort pour faire un brunch un samedi matin, c'est pour se retrouver et se réunir. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on observe? C'est que monsieur et madame sont sur le téléphone et les enfants sont sur les tablettes. Là, comme l'intention, elle n'a pas été clarifiée, il n'y a pas de connexion. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Justement, ils prennent le petit déjeuner et ils rentrent chez eux. Et après, ils ressentent de la frustration, du malaise, du manque de communication. Et même ces moments, ils perdent leur charme et on n'a plus envie de les faire. Et c'est ce qui se passe. Regardez, je vous invite à regarder de près. Pensez juste à un ou deux moments dans la journée où vous n'avez pas mis l'intention aujourd'hui. Vous avez juste traversé les choses
avec l'énergie dans laquelle vous étiez. Parce que là aussi, on ne fait pas les séparations entre les moments. Tu rentres du boulot, tu ramènes tout ce qu'il y a dans ta tête avec toi à la maison. Tu pars au travail avec tes problèmes de la maison. Tu fais la réunion sous la douche. Tu es en train de prendre ta douche et tu es en train d'imaginer ce qui se passe dans la réunion plus tard. Donc, le fait de ne pas mettre de l'intention, on ne sait pas où on va. Et pour moi, c'est pas aujourd'hui, j'ai abordé la dimension connexion, mais il n'y a pas que ça. Quand je clarifie mon intention, ça change ma qualité de connexion avec mes proches, avec mes amis, et elle n'est pas forcément, elle n'a pas à être profonde tout le temps. Il y a des moments où je suis connectée, il y a un moment où je suis légèrement concentrée, il y a des moments où je suis distraite, mais je sais ce que je cherche, je sais quelle est mon intention de ce moment-là. Et à côté de tout ce qui est connexion et relations humaines, il y a aussi l'intention dans le côté activité, dans le côté productivité, puisqu'on parle de productivité, dans la qualité et le temps passé sur une activité. Je sais, par exemple, que pendant 20 minutes, pendant les 20 minutes qui suivent, je dois me consacrer à préparer une présentation. Si je ne mets pas l'intention dedans, qu'est-ce qui se passe en général? Tu ouvres ton PC et tu ouvres ta boîte email et puis tu as un pop-up qui te dit que tu as un message qui est arrivé et puis tu regardes une vidéo de chat ou de chien et tu te trouves à perdre 1 heure sans vraiment sortir avec quelque chose. Alors que si tu mets l'intention dedans, tu te dis, durant les 20 minutes qui suivent, je les consacre à préparer le contenu de ma présentation. Point barre. Et là, je m'enferme. Je gagne 40% d'efficacité. Je suis moins distrait et je sais où je vais. Et il y a aussi plusieurs méthodes on va dire, aller sur cette intention, notamment dans les moments où on doit se concentrer, qui peuvent nous aider, comme le fait, par exemple, justement, je clarifie mon intention. Moi, j'encourage vivement au début de le faire par écrit parce que c'est très difficile de s'y tenir dans la tête avec tout ce qu'on a déjà. C'est par écrit, je mets mon intention, ou bien par écrit, je mets l'objectif de ce que je suis en train de faire, le résultat à obtenir, et je le mets devant moi. Ou bien simplement, je choisis un objet, j'ai devant moi un objet de couleur, je ne sais pas quoi, vert, et je me dis, à chaque fois que je lève les yeux sur cet objet, je me rappelle, je me souviens de mon intention. Et croyez-moi, essayez-le, vous allez voir que ça change la donne. Et du coup, tu passeras moins de temps à faire les choses, tu passeras moins de temps à corriger les choses derrière parce que tu étais pleinement une et tu auras plus de temps et d'énergie pour aborder d'autres choses. Et là, ça change. Et ça ne rentre pas dans un calendrier. Bien évidemment, tu vas décider du temps où tu vas faire ça. Mais ce n'est plus question de qu'est-ce que je fais de 8 à 18. C'est quelle énergie je mets dans chaque moment. Je ne sais pas si tu as un commentaire avant que je continue. D'intentionnalité. En fait, lorsque tu mets une intention sur ce que tu vas faire, je dirais que tu as fait 80% du travail. Parce que les gens vivent par défaut, font les choses par défaut et après ne savent même pas dans quelle direction est-ce qu'ils vont. C'est un peu, lorsque tu mets une intention, c'est un peu comme si tu définissais le cap. Tout à l'heure, tu as parlé d'un exemple, mettre un objet de couleur devant soi. À chaque fois qu'on lève la tête, qu'on voit cet objet de couleur, on se rappelle de son intention, on se focus, on continue. Donc, si tu poses une intention claire, je vais au restaurant avec ma femme et mes enfants, c'est pour partager un moment convivial en famille. Donc, déjà, excite tout ce qui va être téléphone portable, tablette et tout ça. Vraiment, c'est un moment de conversation, c'est un moment de communication, c'est un moment privilégié. Parce que j'ai posé une intention, j'ai communiqué sur cette intention avec les parties prenantes, on est tous d'accord, on va pour vivre cette expérience. Mais lorsqu'on se lève, on dit je prends madame et les enfants, on ira au restaurant et qu'on n'a rien défini, bah, puisqu'il n'y a pas de règles, on peut tout faire. Et ça va dans tous les sens. Donc, poser une intention, c'est déjà fait 80% du travail. Après, le reste va suivre aisément. Aujourd'hui, ce qui ne va vraiment pas avec ces méthodes de productivité, les gens n'ont pas d'intention. Ils ne comprennent pas la philosophie. Ils sont dans l'application au sens strict. Mais à la fin, il y a plus de douleur qu'ils ressentent à faire les choses. Oui. C'est un peu comme tu prends une méthode, voilà,
je vais fonctionner par créneau. Je mets un créneau, tac, 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 ça sonne, je dois me lever, je dois faire tout, je reviens. Ça en devient ridicule. Oui. En fait, il n'y a pas de place à l'humain dans cette méthode-là. On est comme des machines. Mais par contre, quand tu vas interviewer l'auteur de cette méthode, il te dira, mais moi, je n'ai pas créé cette méthode pour que les gens l'appliquent comme ça. Mais c'est l'usage que les gens en font. Parce qu'il manque d'intention claire, il manque de compréhension. Et du coup, la méthode finalement qui était censée les aider à être plus productifs devient quelque chose de contraignant et de frustrant. Exactement, exactement. C'est encore plus frustrant quand on fait l'effort et quand on essaye d'aborder les choses autrement et qu'on n'obtient pas les résultats. Et tu me fais penser, en parlant de philosophie, à un exemple qui va parler à tout le monde. C'est cette idée de découper urgent, important. Donc, avant d'aborder le temps en termes de hamster, de to-do list, de temps et faire le maximum, c'était les to-do list à l'époque. Et du coup, on n'arrive pas à cocher toutes les cases. Et il y a eu une vague de philosophie et de personnes qui faisaient la promotion de cette idée de l'important et l'urgent. Et donc, l'idée derrière, c'était de travailler sur ce qui est important. Et qu'est-ce qui s'est passé justement parce que la philosophie n'était pas comprise? On s'est trouvé à jongler. Les gens continuaient à faire exactement la même liste de tâches, juste en changeant l'ordre des choses parce que celle-là est plus importante. Et à la fin, on finit avec la même chose, exactement la même chose. Alors que l'idée derrière l'important et l'urgent, c'est d'éliminer ce qui est urgent. C'est de l'éliminer, c'est de petit à petit ne plus avoir à gérer l'urgent ou très, très peu pour se concentrer sur l'important et sur le long terme. Et donc, ça veut dire que tu fais moins. Ce n'est pas tu dresses une liste et tu changes de classement, mais que tu fais carrément moins. Tu as l'habitude de faire 11 tâches, tu vas en faire 3, mais qui sont mûrement et stratégiquement choisis, qui vont t'emmener des résultats spectaculaires. Et là, c'est un exemple clair de la philosophie derrière la gestion du temps. Et les exemples sont aussi nombreux que les outils, parce que ce n'est pas ça qui manque. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est ça. Je reviens aussi sur une deuxième chose que tu as dit sur l'intention et la frustration. Également aussi, quand on ne clarifie pas notre intention, parce qu'elle est là, on se sent frustré. C'est ce qui se passe quand les gens vont en vacances. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Personnellement, je l'ai vécu plusieurs fois où je vivais des déceptions. J'avais envie de vivre quelque chose et à la fin, j'étais déçue et je ne comprenais pas pourquoi. Et après, quand j'ai commencé à comprendre, je m'étais rendu compte qu'en fait, à l'intérieur de moi, j'avais des attentes qui n'étaient pas claires, bien évidemment. Et donc, comme je vivais les choses comme elles venaient, j'étais à la fin déçue, notamment pendant les vacances. Tout le monde ne voit pas les vacances de la même manière. Il y en a pour qui c'est un moment de repos. Il y en a, c'est un moment de connexion avec la famille. Il y en a que c'est un moment de, on va dire, je ne vais pas dire pour se montrer, mais aussi aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux et tout, les vacances, c'est le moment de dire, voilà, je profite pleinement de ma vie. Mais quelle que soit cette attente sans aucun jugement de valeur, si je ne la clarifie pas, j'ai 100% de chance d'être frustrée parce que les choses vont aller de manière différente. Alors que si je sais clairement que si mon attention des vacances, c'est de me reposer et je passe mes vacances à couler, je ne vais pas me reposer. Si mon objectif est de découvrir, par exemple, cette nouvelle ville et que pendant que je suis aux vacances, je reste à l'hôtel, je suis à côté de la plaque. Et je ressens la frustration. Pourquoi? Parce que l'intention, elle est là. Et l'écart, il est là. C'est juste, je ne l'ai pas verbalisé, alors que quand je le verbalise, les choses deviennent plus faciles. Il n'y a pas de bon port pour ceux qui connaissent, de bon vent pour ceux qui ne connaissent pas leur port. Donc, quand je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, je ne peux pas le mener. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant que tu as cité, je ne sais même pas si tu en as fait attention, c'est de communiquer son intention. Dans certains cadres, on a besoin de le communiquer, comme ça c'est clair pour tout le monde. De le verbaliser, ne serait-ce que pour soi, c'est déjà bien, et de le communiquer aux autres, c'est encore mieux.
Donc, je reviens sur le moment de repos, ou bien plutôt, je vais commencer par les 5 types d'intensité avec laquelle on peut vivre les moments. Et ça, c'est un peu le giveaway de cet échange. Donc, dans la journée, quelle que soit l'activité que tu veux faire, quelle que soit la chose que tu veux faire, que ce soit du travail, que ce soit de l'ordre de connexion, que ce soit, il y a 5 types d'intensité, d'intentions différentes à ramener. Il y a les moments d'hyperconcentration, et des moments où j'ai besoin d'être dans ma bulle parce que je dois ressortir quelque chose. C'est des moments de créativité, c'est des moments où je dois mener à bout un travail qui nécessite de la concentration. Ça peut être tout seul ou en équipe, mais c'est des moments qui vont être courts parce que notre cerveau, il ne peut pas aller au-delà d'un certain temps de concentration. Mais c'est des moments où si j'appréhende et j'arrive à ramener mon intention là-dedans, surtout aujourd'hui avec un monde très distrayant, je gagne énormément en efficacité. Donc, quels sont les moments dans votre journée où vous avez besoin d'avoir une hyper concentration? Vous décidez quelles sont les activités, pourquoi tu as besoin d'être dans ce focus-là. Et le mieux, c'est de les bloquer des créneaux dans la matinée parce que notre énergie est meilleure. Ça peut être 20 minutes, ça peut être 2 heures, ça dépend de l'activité et des personnes. Et tu bloques le créneau et tu fais en sorte d'être dans ta bulle. Quand je dis dans ta bulle, c'est les distractions internes comme externes. Donc, les distractions externes, ça va être les notifications, les boîtes email, les personnes autour de nous. Et interne, ça peut être les idées qui me viennent à l'esprit et tout. Moi, par exemple, parmi les choses que je fais, c'est que je mets un bout de papier à côté de moi pour noter les choses qui me viennent à l'esprit pendant un moment où je n'ai pas besoin de les traiter. Mais si je ne les note pas, mon cerveau, il a peur que j'oublie. Donc, l'idée elle va rester là et voilà, donc ça va créer cette distraction. Alors que si je lui dis, OK, l'idée, je l'ai captée, je l'ai capturée, elle est là, je reviendrai là-dessus, ben, j'arrive à retourner dans le flow et à me concentrer. Donc, le deuxième type, et là, ce n'est pas de l'ordre, c'est juste, il y en a 5 et l'ordre, ce n'est pas un ordre de priorité ou quelque chose comme ça. Il y a les moments de légère concentration, c'est les moments où tu es en train de travailler, tu es en train de t'occuper de quelque chose de l'ordre de logistique, tu es en train de faire à manger, tu es en train de juste de papoter. Donc là, c'est légère concentration. Là aussi, on met de l'intention, on est cool, on est tranquille. Il y a aussi les moments de connexion. Là, c'est quand on est avec l'autre et c'est pas forcément, on n'est pas en connexion tout le temps avec les autres. Mais il y a des moments où on a besoin d'être. C'est le moment où tu es en train d'échanger avec ton enfant, de créer une relation avec lui. C'est le moment où ton collaborateur vient se plaindre de quelque chose et tu lui offres ton écoute et ton empathie. Tu n'es pas forcément dans la solution, dans le résultat, dans l'efficacité, dans est-ce que tu vas lui donner 5 minutes ou 2 minutes, mais tu es dans la présence et dans la qualité de relation. Et puis, les 2 moments qui restent, que je distingue, et je vais laisser en dernier parce que c'est très important, cette distinction. Et pour moi, c'est la source majeure de ce sentiment de fatigue chronique en ressent. C'est les moments de distraction et les moments de repos. Ils sont distincts. Si tu te mets devant un film pour que tu tiens ton portable et tu joues, tu n'es pas en train de te reposer. On a tellement oublié de nous reposer. Quand je le repos, c'est vraiment quand tu fais le vide. On a tellement oublié de nous reposer que la nuit, ton cerveau, il continue à fonctionner. Tu te lèves le matin, tu es fatigué. On ne se repose plus. Donc, je peux choisir les moments où je suis distrait. La distraction n'est pas mauvaise. Ça ramène des idées créatives. Ça nous permet d'aborder les problèmes de manière différente. Être distrait, de se laisser ces idées vagabonder ou s'occuper avec autre chose, ça a du bon. Mais le malheur, c'est que ça piétine sur tous les autres moments. C'est ça le malheur. Alors que si je me dis, OK, là, je suis dans un moment de distraction tranquille et je choisis délibérément d'être dedans, ça change la donne. Mais quand je suis dans le moment de repos, quand je décide que j'ai besoin de me reposer, si je fais le vide, je ne suis pas en train de regarder un film agressif. Je ne suis pas en train de jouer, de fatiguer mes yeux et mon cerveau. Je suis juste en train de me reposer. Ça peut être 20 minutes dans la journée. Ça peut être amené aussi par le fait d'éteindre tous les écrans 1 heure. C'est ce qui est recommandé 1 heure avant d'aller au lit.
c'est pas juste avant de dormir, j'éteins enfin, ou je dors avec le téléphone qui est entre les mains. Et donc ça, pour moi, c'est une distinction qui est très, très, très importante. Et pour moi, c'est ce qui cause comme j'ai dit, ce ressentiment, cette sensation de fatigue chronique. Des fois, tu peux regarder des journées où tu te sens fatigué, lister ce que tu as fait, tu te rends compte que tu n'as rien fait de concret, de tangible. Et pourtant, tu es épuisé. Et ce sentiment d'épuisement, il est réel. Personne ne va te l'enlever. C'est effectivement, tu es épuisé. Mais dans quel état d'esprit tu étais à chaque moment? Donc voilà, ça c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles, de cette distinction entre les moments de repos et distraction, parce que pour moi, je crois qu'on l'oublie énormément, qu'on n'y fait pas attention. Complètement. Euh, Lorsque tu es au repos, il faut être réellement au repos. Il faut reposer ton esprit. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à imaginer nos vies sans téléphone portable. Qui est-ce qui a essayé dernièrement de faire une diète numérique où il ne s'est connecté à aucun device pendant ne serait-ce que 24 heures? C'est très compliqué. C'est-à-dire que je passe une journée sans téléphone, rien du tout, où juste je communique avec les gens. Je ne sais pas, je joue au dé, tout simplement. En fait, je fais une activité en pleine nature où je me coupe complètement de mon téléphone. Très peu de gens le font aujourd'hui. Ils n'y arrivent juste pas. Même Je lorsque... pense que tu peux oublier tes clés. Pardon. D'accord. Je voulais dire, tu peux oublier tes clés de maison, mais pas ton téléphone. Exactement, exactement. Tellement le téléphone est devenu indispensable. Même à table, le téléphone portable. Même, il y en a, lorsqu'ils se couchent le soir, le téléphone portable est au chevet du lit. Lorsqu'ils veulent dormir, ils sont sur le téléphone jusqu'à ce que le sommeil les prenne. Mais comment est-ce que tu fais te reposer dans ces circonstances-là? Tu ne peux pas avoir un vrai repos. Lorsque tu veux travailler, pouvoir dire que là, c'est un moment de travail, okay, je mets en off mon téléphone, je coupe WhatsApp, je coupe Facebook et je travaille. Lorsque l'addiction au téléphone portable, c'est quelque chose qui se fait de façon insidieuse. C'est ça toute l'astuce de ces marques de téléphone, c'est qu'on n'a pas vu venir la chose. Et ils ont créé la dépendance, mais de façon insidieuse. Donc, la plupart des gens aujourd'hui, le téléphone portable, ça fait partie d'eux-mêmes. C'est comme le prolongement de leur bras. Et tout ça, ça te fatigue mentalement. Ça crée de l'épuisement. Pour ceux qui sont intéressés de faire une détox, essayez de faire une détox d'une journée sans téléphone portable. Éteignez votre téléphone, mettez ça dans un casier, fermez ça à double tour. Aujourd'hui, je passe une journée sans téléphone. Je parie que vous ne tiendrez pas une demi-journée. Parce que les gens vont se rendre compte tout de suite qu'ils ont du temps libre et ils ne savent pas quoi faire avec. Exact. Parce que le temps que tu prends à manipuler ton téléphone portable, quand tu fais le compte en fin de journée, c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc, quand tu coupes le téléphone portable, en fait, ce temps devient disponible. Et ce temps, il faut l'utiliser à faire quelque chose. Tu te rends compte que, bah oui, j'ai rien à faire. Et puis, tu commences à tourner. Finalement, tu vas chercher le téléphone portable. Et bien, évidemment, tu peux créer toutes sortes d'excuses pour justifier cela. J'ai peut-être un message important, quelqu'un essaie de me joindre, il faut absolument que je le fasse. Évidemment, tu vas trouver des excuses. Mais ça n'en demeure pas moins des excuses. Donc, pour ceux qui sont téméraires, qui veulent tester, bah, écoutez, moi, je vous mets au défi. Faites une diète numérique, ne serait-ce que sur une journée ou même une demi-journée et voyez comment est-ce que vous fonctionnez. Si vous vous rendez compte que le téléphone vous manque trop, bingo, vous avez une addiction. Et c'est quelque chose qu'il faut commencer à travailler progressivement pour se libérer de l'espace mental. Parce que la charge mentale crée de la fatigue. Le fait d'être constamment sollicité, on n'est pas conçu pour être autant sollicité tout le temps et constamment. Non, on n'est pas conçu pour ça. La technologie a été développée, mais pas pour nous, finalement. Ce n'est pas à notre service. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans cette dynamique-là de
ne pas savoir caser les moments de repos et les moments de concentration de travail, je pense que vous devez commencer juste par votre téléphone portable. C'est la première piste déjà. Évaluez votre addiction au téléphone portable. Commencez à passer ne serait-ce que 2 heures, 3 heures, 4 heures, une demi-journée, puis une journée complète sans téléphone portable pour voir tout le temps qui devient tout de suite disponible. À partir de là, vous avez de quoi travailler. Ouais. Je te laisse continuer. Oui, exactement. Je te remercie pour cette idée parce que ça permet de prendre conscience de non seulement cet attachement, mais de se rendre compte qu'il y a des choses qui existent autour de nous qu'on a oublié de rappeler dans ce monde. Et justement, si cette addiction de téléphone portable, elle marche, c'est parce que les créateurs d'applications et ce genre de dispositifs, ils utilisent la psychologie humaine. Si tu reviens sur Candy Crush encore et encore, c'est parce qu'ils ont compris comment stimuler la dopamine, comment te donner les récompenses, comment te mettre dans le flow. En fait, tu es dans le flow quand ce que tu es en train d'aborder est légèrement au-dessus de ta compétence sur le moment et tu es très content d'avoir abouti, d'avoir réalisé, d'avoir démontré de la compétence et tu continues. Et puis une notification en rouge avec les chiffres, tu as 37 messages, tu as 88 mails, etc. Et donc, tout ça, ça fonctionne. Parce qu'ils ont compris la psychologie et ils l'utilisent. Alors, on peut aussi inverser la donne et comprendre qu'on a besoin de stimulation, qu'on a besoin de dopamine, qu'on a besoin de reconnaissance et d'utiliser dans un autre sens, d'essayer de la trouver dans d'autres ressources. Parce que, encore une fois, il n'y a rien qui est du mauvais ou du bon. Le téléphone en soi, il n'est pas mauvais comme objet. C'est notre philosophie, c'est notre manière de l'aborder, comme pour les méthodes qui, quand elle est vidée de son sens, changent la donne. Le téléphone, il a facilité la vie parce qu'il contient tout, une encyclopédie, une horloge, un radiocassette, il y a tout dedans. Mais comment on l'utilise, ça c'est autre chose. Quelle est la philosophie derrière, ça c'est autre chose. Donc, je te remercie énormément, Charbel, et je dis que pour moi, aujourd'hui, les 2 points à retenir, c'est que la manière avec laquelle nous choisissons de dépenser notre temps, elle n'est pas juste logique, elle est également émotionnelle. Et c'est ce qui fait que les outils de gestion de temps ne fonctionnent pas et que, comme à propos d'un assez besoin, change la donne, parce que ce qui est important, ce n'est pas combien de temps je passe dans quelque chose, mais quelle profondeur et intensité je lui apporte et pourquoi faire. Et le deuxième point, c'est apporter cette qualité et de la profondeur à la vie. Elle exige de clarifier l'intention avec laquelle j'apporte chaque moment. Je vous recommande vivement d'essayer, juste tester ça, juste ce qui reste de cette journée aujourd'hui. À chaque fois que tu essaies, quand on finit ce live, à chaque fois que tu essaies de faire des choses, demande-toi avec quelle intention je suis en train d'aborder ce moment et juste ça, et regarde comment tu abordes les choses et comment tu les vis, comme différemment sans mettre des outils ou quoi que ce soit derrière. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci encore, Charbel, pour ton invitation. C'est toujours un plaisir. Avec plaisir. Et puis, pour j'allais inviter nos chers spectateurs à l'atelier Génie du temps qui aura lieu le samedi 13 août. Donc, justement, l'objectif, c'est d'aborder le temps différemment, d'apporter de la clarté sur ce qui importe, de savoir sur quoi je mets mon attention, comment me libérer des croyances toxiques de la culture actuelle, de cette disponibilité incessante dans laquelle on vit aujourd'hui et comment justement ramener de l'intention sur sa façon de gérer le temps, comment mesurer ses progrès, comment se concentrer sur les choses qui importent et surtout comment ramener du dynamisme et de la joie à ce qu'on fait. Absolument, absolument. Ben, écoutez, si aujourd'hui vous êtes curieux sur la thématique de la gestion du temps, peu importe votre niveau de connaissance sur le sujet, il y a toujours à partager, à échanger, comme je dis.
il y a toujours une expérience de quelqu'un qui peut créer un déclic chez vous. Et peu importe ce que vous pensez savoir aujourd'hui, si vous avez une once d'humilité et si vous regardez vous-même comment est-ce que vous gérez votre temps, vous allez trouver qu'il y a matière à perfectionner, à améliorer, à progresser. C'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. L'idée, c'est que dans cet atelier, on puisse partager des outils, de l'expérience, du vécu, pour que vous sortiez avec quelque chose de concret et d'applicable. Comme on a pu dire dans cet échange, ces outils de gestion de la production du temps, que ce soit Pomodoro, 80-80 Pareto, Parkinson, Eisenhower, voilà, tous ces outils éloignés de la philosophie de base ne servent à rien. Ce n'est que source de frustration et de déception. Vous allez vous épuiser à appliquer différents outils, la to-do list, vous avez pas mal d'outils et tout ça. À la fin, vous vous rendez compte que vous êtes épuisé. Ce ne sont que des fichiers à remplir, à remplir, à remplir, à remplir tout le temps. Et vous passez du temps à remplir des fichiers. Et le résultat, vous voyez que vous ne progressez pas. Vous êtes frustré. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est connaître les différents outils, connaître la philosophie derrière, les utiliser pour soi, de sorte à ce que ça marche, ça vous permet d'atteindre vos objectifs. Il y a pas mal de parasites aujourd'hui qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs en termes de gestion du temps. Rien que le smartphone. Le premier parasite, c'est le smartphone. On l'a tous dans nos maisons, c'est devenu quelque chose, voilà, même les enfants le réclament hein, très rapidement, à 3 ans, 4 ans, je veux un smartphone, je veux une tablette. Tout le monde l'utilise, c'est devenu quelque chose de normal, de courant. Et pourtant, je dirais, c'est le virus qui est dans le système. Ne serait-ce que le matin, lorsque vous vous levez, que votre téléphone portable soit loin de vous. D'accord? Que votre téléphone portable soit loin de vous. Commencez par méditer le matin. Commencez par une prière. Ouvrez votre fenêtre. Regardez comment le monde est beau. Regardez le soleil se lever. Dites-vous, une magnifique journée démarre. Faites un beau sourire. Et dites-vous, OK, allez prendre votre douche. Préparez-vous un petit déjeuner sain. Prenez votre repas. Prenez votre voiture, mais prenez le bus. Allez au travail. Une fois au travail maintenant, vous pouvez allumer votre téléphone portable si vous voulez. Vous pouvez commencer à consulter vos mails. Et il ne sert à rien d'être dans un rythme soutenu, accéléré, sans savoir où est-ce que vous allez et si c'est sain pour vous. Rappelez-vous toujours le hamster dans sa roue. Il est en train de courir, il est en train de courir, mais il suffit juste d'arrêter de courir et de sortir de cette roue-là. Donc, ne faites pas comme le hamster. N'entrez pas dans votre journée juste par défaut en chopant votre téléphone qui est au chevet de votre lit et je suis en train de regarder les mails, mais je regarde sur Facebook, qu'est-ce que les copains, les copines ont publié, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les news. Ne vous laissez pas happer par tout ça. D'accord? Prenez le contrôle. On parle ici de mettre du temps. On reprend le contrôle. Dis, OK, je reprends mon temps en main et je sais mieux m'organiser. Donc, si aujourd'hui, cette thématique de gestion du temps vous parle, assistez à cet atelier. Le lien est juste dans l'espace commentaire. Vous cliquez, vous êtes tombé sur une belle page qui présente un tout petit peu ce qui va se passer. Vous cliquez. Ensuite, la présentation de l'atelier, vous effectuez le règlement. Et moi, j'aurai de la joie de vous y retrouver car je l'ai annoncé déjà. Je serai présent et j'aurai de la joie à partager mon expérience personnelle. Comment je fais aujourd'hui pour gérer à la fois de front une activité de coaching et en même temps un business d'agence digitale. J'ai une dizaine de collaborateurs dans mon agence de marketing digital. J'ai également un programme de coaching que je développe. Et en même temps, j'ai des responsabilités personnelles. Mais tout ça, je dois gérer, c'est le même homme. Et tu ne peux pas gérer tout ça de front si tu n'as pas un tout petit peu une notion de gestion du temps. Si tu ne sais pas prioriser, si tu ne sais pas poser de l'intention sur ce qui est important, ce qui l'est moins, tu ne vas pas y arriver. Et c'est toute cette expérience-là qu'on se propose de vous apporter dans cet atelier. Je peux vous assurer que par rapport à ce qu'on va vous demander de payer, c'est symbolique. Mais vraiment, c'est dérisoire. Mais l'idée pour nous, c'est d'avoir des gens engagés qui disent, OK, même si c'est une pièce, je mets une pièce signe de mon engagement, que ce que vous allez apporter, j'y accorde de l'importance, j'y mets de la valeur et je veux le recevoir, je veux partager. Donc, qui que vous soyez aujourd'hui dans ce groupe,
je sais pas, depuis le canal où vous allez nous suivre, prenez votre place. Venez tranquillement le 13 prochain et partageons tout cela ensemble. Ce sera un moment convivial. C'est une journée, 3 heures dans la matinée, 3 heures d'après-midi, et je peux vous assurer que vous en ressortirez grandi. Je ne sais pas si tu as un mot de fin, Iman. Non, merci beaucoup, Charbel. Merci beaucoup pour ton échange. Et juste une dernière chose, c'est que notre seule ressource au monde, c'est notre temps. En fait, c'est la seule chose qu'on a réellement. Tout ce qui est bien matériel, argent et tout, on l'a à travers le temps qu'on donne. Même nos relations, on l'a à travers le temps qu'on échange avec les êtres aimés. Donc, notre vrai capital, c'est notre temps. Et on a le choix entre le dépenser ou l'investir, le contrôler ou le laisser couler. Et voilà, c'est justement pour pouvoir apprendre à l'investir dans ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on vous invite à découvrir avec nous dans cette journée, dans cet atelier. Et voilà, on espère vraiment vous voir là-dedans. Merci encore une fois, Charbel. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Et je vous dis à très, très vite. Merci beaucoup, Iman, d'avoir accepté l'invitation. Pour ceux qui veulent participer à l'atelier, le lien est juste en dessous, d'accord, dans l'espace commentaire. On va l'épingler, cliquez dessus, allez voir ce qu'on vous propose. Rejoignez-nous le 13. On aura du plaisir à échanger. Ce sera convivial et puis on vous retrouve très, très bientôt. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao. Au revoir.